Se lancer un défi ambitieux, aller repousser ses limites à l'autre bout du monde, se retrouver face à soi-même au beau milieu du désert. C'est l'aventure extrême qu'a voulu vivre Emmanuel en décidant de traverser à pied le désert de Simpson en Australie. Au total, plus de 800 km qu'il veut affronter seul en autonomie totale. Le but, c'était d'abord une réflexion sur moi-même, une réflexion sur le voyage à l'état pur. Et c'était de partir en Australie, réaliser donc une traversée, une expédition en solitaire, dans un désert qui est assez connu, c'est le désert de Simpson, qui représente en fait le cœur rouge, le centre rouge de l'Australie. Le pays en lui-même appelle à ce genre de voyage, à essayer d'aller chercher un peu soi-même dans le désert. Donc c'était mon but premier, c'était vraiment d'aller chercher un challenge, un défi personnel et découvrir un peu les limites mentales et physiques qu'on peut trouver dans ce genre de défi. Le désert de Simpson est un lieu unique à la faune et la flore extrêmement riche. Mais pour l'humain, c'est un lieu hostile. Avant de s'y aventurer, mieux vaut être conscient de son immensité. Il n'y a pas 36 000 solutions pour traverser un désert comme ça. C'est vraiment de partir en solitaire et en autosuffisance. Forcément, on doit emmener avec soi toute sa nourriture, toute son eau et son matériel. Donc il nous faut un élément de tractage. Pour se lancer dans cette aventure un peu folle, Emmanuel a choisi une option plutôt originale. Tracter lui-même tout le matériel nécessaire à sa survie. En fait, si vous prenez l'image d'un pousse-pousse ou d'une charrette tractée par une mule, là, pour le coup, la mule, c'était moi. C'est-à-dire que je tractais une charrette que j'ai fait développer, en fait, et qui me permettait de transporter plus de 250 kg de matériel, y compris l'eau, pendant ces 40 jours. Emmanuel prévoit de partir dans le désert pendant plus de 40 jours. Et pour ce projet, il ne renonce à aucun sacrifice. J'ai déjà, premièrement, quitté mon emploi pour faire quelque chose qui est un peu une inconnue et assez fou. Derrière, donc, il y a eu également l'apport financier donc, personnel qui m'a permis d'acheter le matériel qui était nécessaire, d'acheter les billets et puis tous les frais qui sont inhérents à une expédition de cette envergure, à savoir les télécommunications également. Donc en gros, personnellement, financièrement, ça m'a coûté aux alentours de 15 000 € d'investissement. Dès le début, c'est la conception de la charrette qui va être le point le plus problématique. Elle doit être fabriquée sur mesure et c'est Emmanuel qui en a imaginé les plans. Alors pour la charrette, c'était un peu le côté difficile puisque je n'avais pas de contact là-dedans, sachant que c'était quelque chose de très spécifique qu'on ne peut pas trouver sur le marché. Donc j'ai dû démarcher beaucoup d'ateliers aux alentours de Toulouse qui me permettaient de faire de la soudure sur aluminium, puisque la charrette était intégralement conçue en aluminium pour éviter d'avoir trop de poids sur les épaules. Donc j'ai trouvé un atelier qui m'a permis de réaliser ça. Donc des gens superbes qui ont collaboré avec moi par rapport au plan que j'avais établi. En fait, c'est construit comme un pousse-pousse, avec 2 barres de traction auxquelles j'accrochais un harnais, donc qui me permettait à la fois de tracter avec la force de mon corps et en même temps de pouvoir tenir les barres pour pouvoir les tirer à la force des bras. Emmanuel doit être capable de tracter 250 kg sur plus de 800 km. Pour cela, un entraînement intensif s'impose. Donc ça m'a pris vraiment de longs mois de préparation. Donc pour ça, j'ai suivi un programme spécifique qui m'a été transmis par mon médecin du sport. C'était course à pied tous les jours. J'avais des programmes de renforcement musculaire, donc en salle de sport, qui me permettaient justement de travailler les parties du corps qui seraient le plus sollicitées pour tracter la charrette en fait. Emmanuel ne veut rien laisser au hasard. Dès la réception de la charrette, il va tester son dispositif sur les plages corses avant son départ. Donc j'ai pas pu faire tous les tests que j'avais prévu de faire avec, mais j'ai été la tester sur différents types de terrains que j'allais rencontrer là-bas, dans le Simpson. Donc je suis parti la tester sur les plages de Corse pour avoir vraiment la sensation du roulage, on va dire, de la charrette dans le sable, puisque c'est ce que j'allais rencontrer directement là-bas, avec le poids dessus, donc c'est ce qui était très compliqué. Et c'est là qu'on se rend compte vraiment de la difficulté. Mais je pense que le plus dur, ça a été dans le sable, et c'est ce que j'allais rencontrer pourtant le plus dans le désert. Mais là, en tout cas, sur la session d'aujourd'hui, on peut déjà voir la solidité de la charrette, l'insubmersible. C'est là qu'on commence vraiment à se poser des questions et se dire qu'est-ce que je fais là, pourquoi je me suis lancé là-dedans. Ça, c'est vrai que c'est des questions qui reviennent plus ou moins régulièrement. C'est vraiment la longueur de la préparation qui est usante. Si c'était sur un moment intense de 2-3 mois, ça peut aller, mais là, c'était vraiment sur plusieurs mois. Et c'était assez long et assez dur des fois de se concentrer sur l'effort. À
À l'issue de 10 mois de préparation, le jour du départ est arrivé. 24 heures de voyage plus tard, Emmanuel arrive enfin à Alice Springs, en plein cœur du territoire nord en Australie. Le vrai départ arrive, enfin, chez ma charrette. Et je me retrouve donc le lendemain matin pour aller prendre l'avion. Donc le petit aérodrome d'Alice Springs qui me permet de partir en biplace en fait, directement à Jervois, l'endroit où je dois commencer mon expédition. Depuis le premier jour où j'ai pensé à cette expédition, pour la première fois, je sais que je ne peux plus faire marche arrière, parce que là, je suis dans l'avion, il m'emmène dans un endroit que je ne connais pas, où j'ai jamais mis les pieds et qui est au milieu de rien surtout. Je me retrouve à survoler une partie du désert de Simpson en avion et je vois toute l'étendue qui est en dessous de moi. C'est une étendue très vaste, rouge, toujours cette couleur de sable rouge. Et on se dit, voilà, j'ai 40 jours à faire là-dedans. Et malgré l'ampleur de la tâche, j'ai pas peur, j'ai pas de stress, c'est une sensation de vide. Le pilote dépose Emmanuel en plein désert. L'aventure dont il a toujours rêvé peut enfin commencer. Quand l'avion décolle, je me retrouve seul avec ma charrette sur le tarmac, sur la terre, avec mes sacs posés par terre et je vois l'avion décoller et là je me dis ça y est, je suis tout seul, ça commence là. Là je me mentalise, je me dis c'est bon, mes 10 mois de préparation, les 5 ans pendant lesquels j'ai pensé à cette expédition m'amènent ce jour-là à cet endroit précis et je suis prêt à démarrer cette expédition un peu folle, quoi. Ça y est, le jour J est arrivé. Me voilà sur la ligne de départ. Je viens de me faire déposer par l'avion à Jervois. Il vient à peine de décoller, donc je me retrouve seul ici. C'est parti pour 40 jours. Je vous redis ça d'ici là. Bon vent. Donc là, ça y est, je m'harnache à ma charrette et puis on démarre, quoi. C'est parti. Donc je dis on parce que c'est moi et ma charrette. Je lui ai donné un nom, elle s'appelle Jeanne. Et puis c'est une manière aussi d'avoir une compagnie pendant ce temps-là, puisque vraiment je vais avoir aucune compagnie et aucun moyen de parler à quelqu'un en direct pendant 40 jours. Donc c'est un aspect assez hallucinant et qui peut faire peur. Et très rapidement, en fait, je m'aperçois que je suis très à l'aise, quoi. Très vite, je prends le rythme. Et puis là, je commence vraiment à m'éclater, on va dire, tout seul. Mais c'est super, quoi. Emmanuel est plus motivé que jamais. Dès la première journée, il parcourt près de 20 km malgré les 250 kg qu'il tracte derrière lui. Une route difficile qui va mettre son matériel à rude épreuve. En fin de journée, donc juste avant d'établir mon camp, j'ai un premier incident, en fait. C'est-à-dire que j'ai une lanière de mon harnais qui cède sur une poussée un peu trop forte, parce que j'avais commencé déjà à attaquer un peu de sable. Donc j'arrête ma journée sur ça. J'établis mon premier camp de base, on va dire, et là je commence les réparations, la première réparation sur le harnais. Donc ça c'est déjà un premier coup, une première alerte, on va dire, qui me fait dire que ça va pas être aussi facile que ça, sachant qu'il reste encore 39 jours, quoi. Heureusement, Emmanuel a tout prévu. Pendant cette pause, il répare son harnais. Soulagé, il peut donc profiter pleinement de sa première nuit dans le désert. Et là, c'est la première nuit dans le désert seul, et pourtant je suis apaisé, quoi. Je suis tranquille parce que je sais qu'il m'en reste encore 39 à vivre et que c'est magique parce qu'on est dans un environnement sublime. Il y a un ciel étoilé qu'on ne connaît pas ailleurs, quoi, que j'ai jamais vu ailleurs, qui est juste époustouflant et donc, du coup ça permet de se rassurer, quoi. Le moral est à fond, la deuxième journée se passe très bien. Je termine la journée pareil avec une moyenne de 18 km réalisée sur le jour, donc très content de ma progression. Donc j'établis ma deuxième nuit dans le désert et le lendemain je repars. Et à ce moment-là, c'est là que les ennuis commencent. Je démarre la matinée et très rapidement, au bout d'une heure et demie de marche, je sens un déséquilibre sur la charrette. Je me retrouve à continuer à marcher comme ça et puis très vite je sens vraiment que je travaille plus d'un côté que de l'autre et ça commence à faire mal. Donc là je regarde, je m'arrête et je m'aperçois qu'en fait une des barres de traction de ma charrette a cédé au niveau de la soudure. Et là quand je vois l'ampleur du truc, je vois vraiment la soudure arrachée, quoi, et la barre qui est quasiment à deux doigts de s'enlever. Là je me dis
Là, c'est dur. C'est très dur mentalement parce que on est à peine à 2 jours du départ. Il me reste encore 38 jours à faire et je me dis, ça, c'est pas normal. Mais il en faut plus pour décourager notre aventurier. À l'aide de sangles, il réalise une réparation de fortune et reprend la route. Mais les ennuis ne font que commencer. Je repars et on est dans une zone en plus très sableuse, donc je dois forcer un peu plus. Très rapidement, en fait, une demi-heure après, peut-être 3/4 d'heure après, la deuxième barre casse à nouveau, en plus de la première. Et là, je me dis, ça commence à sentir mauvais. Je lâche tout, je vais marcher un peu plus loin de la charrette. Et là, je suis seul au monde. Je suis vraiment seul, mais je crie, quoi. Je crie de colère et puis je me mets à pleurer. C'est la première fois que je me mets à pleurer comme ça, mais c'était en fait un concentré à la fois de frustration et d'énervement par rapport à ces mois de préparation que j'avais pu faire. Et puis, sur le moment, c'est surtout le fait de savoir que je ne vais plus pouvoir avancer, quoi. C'est impossible de couvrir les 700 km qui restent, les 730 km qui me restent, c'est impossible de les couvrir. Et je me dis, là, c'est fini, c'est mort. Emmanuel est anéanti. Il doit se rendre à l'évidence. Il ne pourra pas aller plus loin. Mais pas le temps de s'apitoyer. Il est seul en plein désert et il va donc devoir prendre une décision rapidement. Il y a la colère, il y a l'énervement, la frustration. Et puis de suite après, on est obligé de se remettre dans la réalité de la situation et de se dire, voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis à 2 jours et demi de marche de mon point de départ. J'ai ma charrette qui est cassée. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'appelle les secours, sachant que j'ai ma balise de détresse qui est toujours active? J'ai juste à appuyer sur un bouton pour déclencher les secours. Emmanuel décide plutôt de passer une dernière nuit dans le désert, d'abandonner son chargement et de faire demi-tour dès le lendemain. Il tient à rentrer par ses propres moyens. Et le lendemain matin, je me lève très tôt et je pars, il fait nuit quand je pars quasiment. J'ai pas voulu contacter les secours pour ce peu de trajet que j'avais fait. Et là, dans ma tête, c'est que de la colère, que de la frustration, de l'énervement et de la tristesse aussi, mais que je transforme vraiment en énergie positive, quoi. Et puis là, je pars à un rythme effréné pour revenir à mon point de départ. C'était un cauchemar, cette journée, clairement. C'était un cauchemar parce que je me dis que c'est fini. Déjà personnellement de me dire j'ai fait tout ça pour ça, et ça fait mal de penser ça, et puis le fait de décevoir tous les gens qui jusque-là m'avaient soutenu, étaient derrière moi, je m'en veux de pas les avoir remerciés en allant plus loin, quoi. Emmanuel rentre en France très rapidement, mais pour le jeune homme, l'aventure écourtée a un goût amer. Là, je me suis retrouvé pendant une semaine seul à Toulouse, à ruminer l'échec, quoi. À ruminer l'échec et essayer de comprendre ce qui s'était passé. C'est un peu en fait comme un chaos. J'avais l'impression d'avoir pris un chaos, de me réveiller, d'être un peu sonné, quoi. J'étais vraiment sonné dans un autre monde, sans comprendre réellement ce qui venait de se passer. Avec tout l'investissement personnel que j'ai pu mettre dans cette aventure, c'est pas possible de laisser un projet comme ça s'éteindre de lui-même. Donc il faut que je le retente pour au moins me donner toutes mes chances et surtout aller trouver ce que je suis parti chercher, c'est-à-dire ces sensations-là en plein milieu du désert, puisque la partie la plus intéressante au final, je l'ai juste effleurée, quoi. Et dans ces cas-là, il faut savoir rebondir et rester optimiste. Je ne suis pas du genre à m'effondrer après la déception forcément, de la tristesse, mais beaucoup d'optimisme qui vient derrière. Aujourd'hui, Emmanuel a repris l'entraînement. Il va prochainement participer au Marathon des Sables, une excellente manière de se préparer à affronter à nouveau le désert australien.